Donc Alex, présente-nous ton ressort. Mon sol, en fait, c'est simple. Toxic Studio, c'est un studio d'enregistrement. On offre l'enregistrement, le mix, mastering, tout ce qui est composition musicale, production musicale, de la réalisation jusqu'à la sortie d'une chanson. Nous, notre but, c'est d'encourager puis d'entourer l'artiste le plus possible, du début jusqu'à la fin. Donc, tout ce qui est niveau studio d'enregistrement, studio photo, on fait de la location aussi, donc tout ce qui est photographie, c'est pas mal ça. Comment as-tu commencé? Quelles ont été les démarches que tu as amorcées pour atteindre ton objectif? Mes premières démarches que j'ai faites, ça a été de m'endetter, de faire des erreurs. C'est ce qui m'a vraiment fait apprendre sur ce que je fais, puis tout ce qui est côté business puis entrepreneuriat. J'avais aucune notion de ça au début, puis j'ai juste comme décidé de partir en studio de rien, puis j'avais pas l'idée à la base d'être là où je suis aujourd'hui puis d'avoir un studio d'enregistrement. C'était vraiment juste, j'ai commencé à faire quelques beats, placer quelques beats, puis avec le temps, ben, la passion, puis mes idées se sont vraiment comme développées avec le temps. Donc, les premières démarches, je dirais que c'est venu toute seule. Il y a pas un choix que j'ai fait qui a été calculé au début. Aujourd'hui, c'est complètement différent, mais au début, j'y allais vraiment comme aléatoirement, puis ça m'a mené jusqu'à où je suis aujourd'hui, là. Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu es autodidacte? À la base, j'ai fait des études, je suis allé étudier en musique technique à l'âge de 18 ans. Quand j'ai fini le secondaire, je savais pas du tout dans quoi me lancer. Puis j'avais déjà commencé à faire quelques beats, je savais que j'aimais ça. Fait que j'ai décidé justement, sur un coup de tête, d'aller m'endetter de 20 000 $, puis décider d'aller étudier en musique technique au privé. Puis j'avais aucune idée c'était quoi le monde de l'audio. Dans ma tête, musique technique allait m'apprendre à faire un studio de A à Z. Fait que niveau musical, j'ai étudié en musique technique, j'ai fait 1 an là-bas. Ça m'a permis d'apprendre vraiment beaucoup de choses, puis de m'ouvrir l'esprit au niveau du monde de l'audio, puis non juste le côté beatmaker puis composition. Après ça, après musique technique, je suis allé étudier... en fait, j'ai fait un cours en lancement d'entreprise avec Maxime Victor. C'était un cours privé aussi de 6 ans. Tout ça, c'était à mes frais. C'est moi qui ai décidé de prendre ces cours-là quand j'avais aucune idée comment ça allait se passer. Je connaissais rien de tout ce qui est business, marketing. Je connaissais même pas le mot marketing à la base, branding, tout ça. Je n'avais aucune idée c'était quoi tout ça. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à ce cours-là, puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de lâcher mon travail, puis de me concentrer sur ma musique à temps plein à ce moment-là, là. Donc tu as commencé en tant que beatmaker avant d'avoir un studio, c'est ça? Ouais, avant d'avoir l'idée de faire un studio, c'était vraiment juste beatmaker. Comme je dis, j'avais commencé très jeune à faire des beats à l'ordinateur, tout ça. Puis la première étape qui a été un peu l'étape tournante pour moi, c'était mes premiers placements avec Soulja. Dans le temps, j'étais avec Hotbox Productions. J'ai eu des gros placements qui ont commencé à se faire avec Soulja. Donc, le premier placement que j'ai eu, c'était Corbeau. On a eu Inoubliable aussi. Puis ça a été les premiers placements de mes instrus qui ont vraiment comme explosé puis qui m'ont amené une énorme visibilité. Puis avec le temps, ça a aussi aidé à ma crédibilité avec le nom Toxic. Quand j'ai ouvert le studio, tout ça, ça faisait partie un peu de mon CV, si on peut dire, qui m'a permis d'avoir une bonne crédibilité puis d'ensuite de développer avec le temps, là. Est-ce que tu avais un background musical? Est-ce que tu faisais des instruments? J'ai pas vraiment de background musical plus que le secondaire. Au secondaire, j'avais appris à jouer de la clarinette basse pendant plusieurs années. Puis il y a eu une année, c'était en secondaire 5 si je me trompe pas, je pouvais plus prendre des cours de musique parce que je devais rattraper une année de français que j'avais coulé, fait que je faisais le double de cours de français par année. Puis, fait que je pouvais plus faire de cours de musique. Je pense que ce moment-là a créé un peu un petit étincelle avec la musique. Puis c'est là que je me suis vraiment mis un peu plus 100% sur la musique. Puis j'ai pas été capable de finir mon secondaire. Fait après le secondaire, les options que j'avais étaient un peu limitées. J'avais aucune idée quoi faire, il n'y avait rien qui m'intéressait. Puis je savais que je faisais de la musique, puis j'aimais ça. Je savais pas que ça allait être aussi dur avant que ça paye, mais j'ai décidé de me lancer quand même, puis d'aller m'inscrire en musique technique, comme que j'ai raconté. Puis j'ai eu l'énorme chance d'avoir des amis puis une famille qui m'ont énormément soutenu là-dessus, malgré que c'était un monde puis un univers, une industrie qui était vraiment pas gratifiante dans le temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus ouvert.
Mais j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'ont vraiment poussé dans ça. Là. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un entrepreneur? Ouais. V'là une couple d'années, non, parce que j'étais vraiment juste comme travailleur autonome, puis je faisais juste travailler toute seule de A à Z. Mais tu sais, maintenant, on a Charles et Sam, deux ingénieurs super bons. On a quelqu'un qui s'occupe du marketing, tout ça. On a des gars de photo, on a des graphiques, des designers graphiques. Donc, c'est plus juste moi maintenant. Tu sais. Ça a été moi à la base qui a réussi à à construire tout ça. Mais maintenant, j'essaie de déléguer le plus possible, puis je suis entouré d'une super équipe. Là. T'es passé d'un petit studio à un gros studio, quand même. C'est pas ton premier lieu. Non. Ça a commencé très jeune. J'ai commencé En fait, ça a commencé dans le salon de chez mes parents. Ça s'est transféré dans ma chambre. Quand j'avais, je pense, 17-18 ans, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. On enregistrait des chansons dans le coin de ma chambre, dans un appartement, qu'on dérangeait les voisins, tout ça. Puis ça a pris un bon 3 ans avant de me dire que j'allais louer mon premier local commercial. Puis à l'époque, ça me coûtait... mon premier local commercial, c'était plus petit qu'une salle de bain, puis ça me coûtait, je pense, 380 $ par mois. Puis on a commencé à avoir de plus en plus de clients, puis pendant les 3 prochaines années, à chaque année, on agrandissait un petit peu le studio. Puis aujourd'hui, c'est le 4e studio qu'on a, puis on a un grand local commercial avec 2 studios d'enregistrement, avec un studio photo. Puis on a vraiment la place qu'il faut pour justement se développer pour les 5 prochaines années. Là. C'est quoi les meilleures leçons que tu as eues? Et si tu peux peut-être nous nommer, les décrire? Les plus grandes leçons que j'ai eues avec le temps, c'était les erreurs que j'ai faites, les paquets d'erreurs que j'ai faites avec les années. C'était la plus grande façon pour moi d'apprendre. Souvent, il y avait une petite pensée en arrière de chaque action que je faisais qui me disait fais attention, ou peut-être c'est pas la bonne chose à faire, mais il fallait quand même que je sache si c'est la bonne chose à faire ou pas. Puis il y a beaucoup de fois que ça a été des erreurs, beaucoup de fois que j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire. C'était quoi peut-être une erreur, si tu peux nous en nommer une? La carte de crédit. La carte de crédit. J'ai essayé, plus jeune, j'ai essayé beaucoup d'aller chercher des financements, des subventions, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, la culture hip-hop ou tout ce qui est musique au Québec est complètement en train de se développer. Et puis le gouvernement est plus ouvert à ça, tu sais, puis les médias aussi. Moi, quand j'ai commencé, premièrement, il y avait nulle part où tu pouvais apprendre des choses sur Internet. C'était très limité. Puis deuxièmement, tout ce qui était financement, subvention, ils ne voulaient rien savoir. Là. J'ai essayé des financements à la banque, des financements privés, tout ça. Puis on m'a refusé de partout. J'ai pas été capable d'avoir ce que je voulais pour justement débuter mes projets. Fait encore là, j'ai jamais eu d'entourage qui avait de l'argent ou des gens qui pouvaient me financer. Fait que la seule façon que je pouvais le faire, c'est en faisant des erreurs, puis avec ma carte de crédit que j'ai été capable de financer au moins une partie de mon parcours. T'sais. Pendant plusieurs années, les gens le savent pas, mais pendant plusieurs années, le studio marchait pas. Je faisais paraître comme si le studio marchait, mais ça marchait pas, puis c'était pas rentable au début. C'était vraiment pas rentable. Puis avec le temps, j'ai été capable de me sortir de ça. Puis aujourd'hui, bâtir quelque chose que c'est vraiment bien autant pour les artistes que pour moi, puis pour mes ingénieurs de son. Fait que si je compare avant avec aujourd'hui, puis les leçons que j'ai retirées de ça, ça m'a permis d'aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Puis je serais capable aujourd'hui de faire tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, mais différemment. Donc ça peut me permettre aussi d'aider les gens justement à financer leurs projets, à essayer d'organiser un peu plus la façon de travailler. Puis c'est ce qui me manquait au début, j'avais aucune organisation, je prévoyais rien en fait. L'argent que je faisais dans la semaine, c'était ce que je pensais avoir l'autre semaine d'après, puis l'autre semaine d'après, puis l'autre semaine d'après. Puis si on revient à quelques leçons puis des erreurs que j'ai faites, si je me disais que j'avais 3-4 sessions de booker pendant une semaine, l'argent que je gagnais pendant cette semaine-là, je pensais que c'était dans mes poches. Parce que l'autre semaine d'après, j'avais 5 sessions de booker, puis ça me ramenait, exemple, 700 $ dans la semaine. Puis finalement, ces 5 sessions de la semaine prochaine qui étaient bookées se font annuler. Donc pendant les 2-3 semaines d'après, j'avais pas de session. Donc l'argent que j'avais à la base, je l'ai dépensé déjà
en me disant que j'allais avoir d'autres argent la semaine prochaine. Puis finalement, c'est pas le cas. Fait que ça a été énormément... ça a été des grosses leçons pour moi parce que justement, c'était au niveau de l'organisation. Si j'aurais été organisé, puis j'aurais planifié, puis j'aurais ouvert les yeux sur ça, si j'aurais eu les connaissances à la base avant de me lancer, j'aurais été correct. J'aurais été capable de planifier puis de prévoir ça. Puis ça n'a pas été le cas, mais je pense que j'ai appris quand même de la bonne façon. Puis je regrette vraiment zéro rien de ce qui s'est passé. Là. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est découvrir des artistes, découvrir de nouveaux artistes qui sortent de nulle part, de partout à travers le Québec. On a même des artistes qui sont venus de partout à travers le monde, des gens qui prennent l'avion pour venir, qui prennent de la route de 5 heures de temps pour venir enregistrer avec nous. Puis, honnêtement, pour moi, c'est plus payant puis gratifiant que quand le gars paye à la fin, tu comprends? Le fait de savoir que la personne... On a même déjà eu 3 jeunes qui ont fait du pouce pour venir au studio. Ils sont partis de, je pense que c'était Saint-Sauveur ou Mont-Tremblant, quelque chose comme ça. Ils sont venus sur le pouce venir enregistrer au studio. Donc ça, c'est des trucs comme ça qui font en sorte que... Je peux même pas dire que c'est un travail, là, honnêtement. Là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? Honnêtement, c'est encore quelque chose que je dois organiser un peu plus à long terme. En ce moment, ça se passe super bien, puis les prochains mois puis années à venir aussi, c'est très prometteur. On a beaucoup de plans. C'est sûr, avec le COVID, ça a un peu coupé beaucoup de plans. On avait eu des grosses sessions avec des gros artistes en Europe. On avait eu VG Dream, on a eu Niska qui est venu ici. On était supposé avoir Soul King, on était supposé avoir Kalash Criminel, puis à cause du COVID, tout a été annulé. Donc c'était... ça avait un peu amorcé le genre de... Pas de transition, mais l'ouverture du studio un peu plus en dehors du Québec. Avant, on était vraiment juste centré sur les gens d'ici, majoritairement Montréal, puis les alentours, tout ça. Donc on commence à avoir des gens un peu partout au Québec, un peu plus loin du Québec aussi. Puis on a eu des gros artistes d'Europe, comme que je dis. Fait que mon but, c'était vraiment d'ouvrir ça, puis de pouvoir travailler autant sur place ici qu'à distance. On offre aussi le mixage à distance, donc la personne peut être partout au travers le monde, enregistrer sa chanson, puis nous envoyer les fichiers, puis on peut travailler la chanson après pour lui. Ce qu'on peut m'offrir pour le futur, je dirais, de continuer de bien marcher ici. C'est un marché qui est très instable, la musique, surtout avec le COVID, il n'y a rien de stable. Si on peut penser que ça va bien marcher, moi ça me va. Puis peut-être un jour, on ne sait jamais, peut-être un studio ailleurs, une franchise en Europe ou quelque chose comme ça en France. Là. Un marché qui est déjà un peu ouvert avec nous. On voit, tu as des plaques yes. À l'entrée de ton studio. Ouais. C'est quoi le feeling de recevoir une de ces plaques-là? On s'attend pas à ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui a été vu beaucoup ici, puis jamais je m'aurais pensé avoir ça. Tu sais, la musique, pour moi, ça s'est juste développé avec le temps. Je me suis jamais dit « Ah, je me vois là » ou « Un jour, je vais être là », puis tout ça. Fait que d'avoir ça, pour moi, c'est juste un bonus, là. Puis je me rappelle, la première fois que j'ai eu, c'était La Folle. Quand ils sont venus me porter La Folle, honnêtement, c'est inexplicable. Tu penses être content quand tu vas le recevoir, mais quand tu le reçois, ça fait ta journée, ça fait ta semaine, tu penses plus à rien, puis c'est vraiment nice, là. C'est vraiment un beau truc à voir, là. On voit, t'es proche du 514. Ouais. C'est bon d'avoir des relations avec des artistes tout ce temps-là. C'est une relation qui a commencé très jeune, honnêtement, puis j'ai eu la chance de connaître White Bee et Random très jeune. On était très jeunes dans le même quartier. On s'est connus très jeunes, avant même la musique. Ensuite, avec le secondaire, les chemins de secondaire se défait un petit peu, tout ça. Puis avec la musique, moi j'ai commencé à faire de la musique un peu après, puis eux, ils avaient déjà commencé à faire de la musique déjà. Quand j'ai commencé à enregistrer, puis mixer tout ça chez moi, on s'est comme rejoint là-dessus. Puis ça fait en sorte que comme on a une chimie depuis tellement longtemps. Ensuite, j'ai rencontré tous les gars de 514. Puis les gens ne savent pas, mais il y a des tracks sur YouTube qui ont des millions de vues, qui ont été faits dans une chambre, dans un coin de chambre chez mes parents. Puis on entend mon frère de l'autre côté en train de gamer, tu sais. Fait que c'est quelque chose que les gens ne savent pas, puis c'est une relation, c'est une chimie que j'ai pas nulle part d'autre, tu sais. Puis on se connaît bien, on se comprend bien. Pour nous, quand on fait de la musique, quand on enregistre, c'est facile, puis c'est naturel. Puis j'étais quand même chanceux dans tout ça, parce que ces gars-là, ils se sont fait connaître très vite.
Puis ils ont agi un peu en tant qu'influenceurs pour moi. Ils m'ont attiré énormément de gens. J'ai réussi à garder ces gens-là avec un bon service, une bonne qualité. Mais ils ont été je dirais une grosse aide pour moi, pour attirer des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de studios, il y a vraiment beaucoup de studios d'enregistrement, mais dans le temps, il y en avait moins. Puis ça m'a permis de me démarquer aussi, d'avoir des artistes qui ont été connus très rapidement comme ça. Là. Ça serait quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté avec les années, je dirais que c'est vraiment quand j'ai réussi à ouvrir les 2 studios ici. Comme que je disais un peu plus tôt, à chaque année, avec le temps, on agrandissait. Puis on est passé de 250 pieds carrés environ à 2800 pieds carrés ici. C'est vraiment le jour et la nuit. Je pense que notre ancien studio, c'était vraiment juste cette pièce ici. Puis là, on a 2 studios, 2 cabines, on a un studio photo, on a un accueil. Donc on a vraiment beaucoup de place. Puis c'est vraiment une belle place pour les artistes pour s'épanouir. Puis c'est ma plus grande fierté parce que quand j'ai vu au début les prix puis les loyers, il fallait donner 5 mois de loyer d'avance. Comme je dis, il n'y a pas eu de financement dans tout ça. C'est tout moi qui ai payé ça de ma poche. Puis j'aurais pu très bien penser à moi avant de penser à ma business. J'aurais pu prendre l'argent que j'ai économisé avec le temps pour moi, pour mes parents, puis j'ai décidé de l'investir dans ce que je fais puis dans ce que j'aime. Puis je pense que c'est une des choses que j'ai bien faites malgré toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé. Je pense que c'est un des trucs que jamais je vais regretter. Puis je dirais que c'est ça ma plus grande fierté, d'avoir été capable de partir de quelque chose qui était rien au début, une idée, juste enregistrer quelques personnes dans ma chambre dans le temps, puis de développer ça avec le temps, puis vraiment de créer une business complète alentour de cette petite idée-là à la base. Là. Ouais. Ma dernière question. Est-ce que ça donne le trac d'enregistrer pour des Niska, des VG Dream, des artistes connus quand même assez internationalement? Quand tu te retrouves en studio avec eux, c'est quoi le feeling? La session que j'ai eue avec... la fois que j'étais le plus stressé, c'était la session avec VG Dream. C'était dans le temps qu'on n'avait même pas autotune en live. Puis je sais que ces artistes-là, ils ont besoin d'autotune. Ben, ils sont habitués à travailler avec un autotune live. Donc quand ils enregistrent, ils entendent l'autotune en temps réel. On n'avait pas ça. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ma carte de son comme entrée autotune en live directement, en entrée directe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé acheter le autotune, la machine, puis je ne savais pas comment ça marchait. Puis le jour même, quand il est arrivé, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. Je n'arrivais pas à trouver la gamme de l'autotune du beat. Puis pendant 10 minutes, j'essayais toutes les gammes, puis il y a quelque chose qui ne marchait pas, puis il y avait de la pression, puis je pense qu'il était 7 dans le studio. J'avais tous les yeux virés sur moi, j'étais le seul blanc dans la place, qui a un accent un peu bizarre pour eux. Fait que c'était vraiment beaucoup de pression. J'ai quand même été capable de reprendre ça. Finalement, on a trouvé, puis ça s'est bien passé. Puis il est passé une semaine ici en studio, puis ça s'est super bien passé. Après, on a une super belle chimie, puis il était supposé revenir. Le COVID a pas permis ça. Mais je pense que c'était le moment le plus stressant. Là. J'avais des gouttes qui coulaient de mon front, là, tellement qu'il y avait de la pression, mais ça s'est bien passé. Là. Ouais. Merci Alex. Merci à toi.